La bureaucratie française vire au cauchemar soviétique. Alors que les normes et règlements se multiplient à un rythme effréné, l'impact pour les entreprises et les citoyens explose. Vous découvrirez comment cet enfer administratif résulte de mécanismes qui opèrent en arrière-plan et nous rapprochent un peu plus chaque jour des anciens régimes communistes. Préparez-vous à plonger dans les rouages d'une machine infernale pour comprendre les véritables enjeux de cette dérive bureaucratique. Bienvenue sur Ça coule de source. Arrêtez d'emmerder les Français. Il y a trop de lois dans ce pays, on en crève. Cette citation franche et directe de Georges Pompidou, qui date de 1966, n'a pas pris une ride. Car oui, mesdames et messieurs, notre pays souffre d'une maladie chronique qui vire à la pathologie. Cette pathologie, c'est celle d'une inflation bureaucratique croissante qui anesthésie le pays. En effet, le volume des normes qui régissent notre société a doublé en 20 ans. On parle de 400 000 quand même. Les spécialistes, ne sont pas tous d'accord sur ce point. Certains affirment que le volume de textes législatifs a doublé, mais le nombre, lui, aurait baissé. Pour mettre tout le monde d'accord, basons-nous sur le nombre de mots. Ça sera plus simple. Eh bien, en 2004, on en comptait 23 millions. Et en 2024, c'est pas compliqué. C'est le double, 46 millions. Néanmoins, pour être juste, il faut faire la distinction entre normes volontaires et règlements obligatoires. Les normes volontaires sont vues d'un bon œil puisqu'elles améliorent notre quotidien. Si je vous parle de code-barre ou de siège sécurité pour enfants, tout le monde est d'accord pour leur utilité. Elles résultent souvent d'un consensus d'experts pour innover et sécuriser. C'est ce que confirme d'ailleurs M. Yannick Grondin, éleveur et administrateur de la coopérative des producteurs de porc de La Réunion. Effectivement, les normes françaises aujourd'hui un impact direct au sein de nos élevages, pas forcément, puisque pour nous, bien au contraire, aujourd'hui nous sommes situés donc sur une île. Nous voyons ça comme forcément comme des bons éléments, puisque au sein de nos élevages, nous sommes toujours tenus dans des élevages qui sont très propres sanitairement. Et nous, en tant que coopérative, nous faisons en sorte d'accompagner nos éleveurs justement vers ces normes et être aux normes au plus possible pour que nous puissions réussir à faire de l'élevage au plus près de l'environnement qui soit, pour que nous sommes aujourd'hui gardiens de cet environnement, puisque nous sommes sur une île bornée entre la mer et les montagnes et les parcs nationaux des Hauts. Et c'est pour nous aujourd'hui donc une contrainte, donc ce parc national, certes, mais nous, en tant qu'éleveurs, aujourd'hui, au sein de notre coopérative, nous sommes là et nous travaillons ensemble pour que nous faisons en sorte que les normes ne soient pas une contrainte en soi pour pouvoir évoluer là-dessus. Et vous avez les règlements obligatoires. Alors là, ce n'est plus du tout la même chose. Ce sont eux qui sont pointés du doigt. Le dernier rapport sénatorial sur la simplification démontre bien une augmentation massive des pages de divers codes législatifs. La Fondation IFRAP estime le coût annuel des normes en France à environ 100 milliards d'euros, dont 80 milliards à la charge des entreprises. Cela concerne essentiellement les formalités administratives, les coûts de mise en conformité et les coûts de contrôle. Si l'on se focalise uniquement sur les entreprises, elles ont dû, entre 2017 et 2022, intégrer en moyenne 7 nouvelles obligations et 51 pages de réglementation. Chaque mois. Oui, j'ai bien dit chaque mois. Le MEDEF parle de 15 milliards d'euros par an. Cette complexité normative ralentit considérablement les projets de nos industries. Imaginez que seuls 30% des projets d'implantation d'usines se concrétisent dans les 2 ans en raison des procédures requises. Dans les États généraux de 2023, qui se sont concentrés sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, on y apprend notamment que 82% des répondants constatent que la complexité normative entraîne des modifications, des reports et des abandons de projets. Sur Ça coule de source, on aime bien les chiffres. Je vous ai dit tout à l'heure que le volume des normes qui régissent notre société a doublé en 20 ans, n'est-ce pas? Eh bien, le Code général des collectivités territoriales, lui, n'a pas doublé en 20 ans, il a carrément triplé. On se retrouve donc dans une situation préoccupante qui nuit à la compétitivité des entreprises et perturbe le bon fonctionnement de notre démocratie. Le monde politique semble conscient du danger. Gabriel Attal lui-même appelait carrément à une débureaucratisation. Ah, ce mot, débureaucratisation. Il n'est pas anodin et nous amène au cœur de cette émission qui va tenter
de vous montrer comment la France se dirige tout droit vers une soviétisation. Alors, pourquoi évoquer ce terme de soviétisation? Eh bien, des similitudes troublantes s'opèrent de plus en plus entre les deux systèmes. En les comparant, nous avons recensé 5 grands axes communs. Observez ce schéma. Nous avons tout d'abord la centralisation des décisions, la complexité administrative, le contrôle et formalisme, la création de castes et la résistance au changement. Dans cette liste, nous nous focaliserons sur la centralisation qui est essentielle à nos yeux. Mais nous dévoilerons aussi 2 autres aspects insidieux qui se sont démarqués lors de notre enquête. Donc, comme je le disais, la centralisation. Souvenez-vous, à l'époque, l'ex-URSS se caractérisait par un système bureaucratique communiste hyper centralisé et hiérarchisé. Le politburo, qui était aux manettes, détenait un pouvoir absolu et pouvait contrôler tout de la production à la distribution. Pour la France, après la Deuxième Guerre mondiale, l'État français est devenu omnipotent. Il a élargi son champ d'action en englobant sous sa coupe plusieurs domaines comme l'éducation, la santé, la régulation du marché ou encore la protection sociale. La suite, vous la connaissez. Les gouvernements successifs ont fait leur œuvre de manière à renforcer cette centralisation. Mais le point d'orgue est clairement marqué par l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. En effet, il a opéré une subtile politique de recentralisation. Nous en avons dénombré 4, mais rassurez-vous, il y en a d'autres. Vous avez la réduction du pouvoir fiscal des élus locaux. Dès 2017, la suppression progressive de la taxe d'habitation a réduit l'autonomie fiscale des collectivités locales en centralisant le pouvoir fiscal au niveau national. Vient ensuite la réorganisation territoriale. En 2018, le plan Action publique 2022 a fusionné des structures régionales et départementales, renforçant le contrôle de l'État sur les politiques locales. Vient ensuite la réforme de la fonction publique. L'année suivante, la loi de transformation de la fonction publique a centralisé le contrôle de l'État sur les recrutements et les carrières des fonctionnaires. Et enfin, l'interdiction du cumul des mandats. Dès 2017, la loi sur le non-cumul des mandats interdit aux élus locaux de siéger au Parlement, ce qui déconnecte un peu plus le Parlement de la racine locale. L'État jacobin se fait donc de plus en plus sentir. Mais pour que cela fonctionne, il faut un autre ingrédient pour que cette structure tienne en place. Et c'est notre deuxième point, à savoir l'auto-alimentation du système. Et oui, les soviétiques l'avaient bien compris. Une grande partie de la population était employée par l'État. Comme cela, le régime communiste avait, entre guillemets, les gens sous sa coupe. Pour la France, environ un quart de la main-d'œuvre du pays est employée dans le secteur public. Même si le nombre de fonctionnaires reste plutôt constant, les dépenses publiques augmentent significativement. Observez ces 2 graphiques. À gauche, les dépenses de l'ex-URSS et à droite, celles de la France. On constate donc la même évolution croissante. Aujourd'hui, 56% du PIB français est consacré aux dépenses publiques. Cette situation engendre une véritable inertie opérationnelle. Rassurez-vous, le secteur privé est lui aussi concerné car, à force de normes et de règles, l'innovation et l'initiative sont remplacées, là encore, par des subventions. Prenons le cas des agriculteurs. Observez comment, depuis le début des années 90, les subventions d'exploitation et de produits se sont littéralement envolées pour atteindre les 10 milliards d'euros. Difficile d'innover quand vous êtes sous perfusion permanente. Dans l'URSS de Brejnev, c'était pareil. L'étouffement de l'innovation et de l'initiative personnelle était encore plus flagrante. Par exemple, les inventeurs devaient faire face à des processus bureaucratiques interminables pour obtenir des brevets et des financements. Du coup, face à une telle situation, les électeurs du public, mais aussi du privé, commencent à exiger une sorte de paternalisme du gouvernement. L'économiste Ludwig von Mises évoquait le terme de bureaucratisation de l'esprit. C'est ainsi que les personnes à l'intérieur du système se retrouvent piégées, consciemment ou inconsciemment. Je laisse ça à votre jugement. Alors, pourquoi ne pas mettre un coup de balai? Eh bien, plutôt que de nettoyer, on a préféré mettre la poussière sous le tapis. En effet, les politiques successives de ces 40 dernières années ont utilisé les stratégies de la dette publique et les impôts indirects pour dissimuler le coût réel de cette bureaucratie. Et c'est ce qui nous amène à notre troisième aspect, qui est le jusqu'au boutisme du système. Nous avons pris
consciemment ou inconsciemment, je laisse ça encore à votre jugement, le chemin de l'Union soviétique. Car la mécanique était la même, sauf que eux utilisaient les manipulations statistiques et la propagande pour arriver à leur fin. Même si les méthodes changent, le leitmotiv reste le même, éviter à tout prix la chute de l'État. Alors, certains ont bien essayé de décentraliser. Le précédent rapport du GIS démontre bien toute la complexité de l'affaire, et surtout, les effets pervers qui en découlent. Alors, on a utilisé des fonds nationaux pour financer cette décentralisation. Mais un problème est apparu et pas des moindres. Les collectivités locales sont incitées à dépenser tout l'argent si elles ne veulent pas le perdre. Eh bien oui, si on vous donne 100 et que vous en dépensez 80, on ne vous donnera que 80 la prochaine fois. Cela incite donc à maximiser les dépenses. Pourquoi ? Eh bien, deux raisons à cela. Répondre aux attentes des électeurs et maintenir leur influence. On se retrouve dans un système totalement sclérosé et perverti. On en arrive même à des choses incongrues dignes de l'absurdistan. L'éditorialiste Roger Cohen du New York Times avait d'ailleurs qualifié la France d'apothéose de l'absurde. Il prenait l'exemple des attestations de déplacement durant le Covid, qui n'avaient aucun sens selon lui. Après, si vous voulez de l'absurde, je peux vous en citer, comme la courbure des concombres, qui ne doit pas dépasser 10 mm pour 10 cm de longueur. Les plats chauds sur les marchés, qui ne doivent pas être chauffés en dessous de 63 degrés. Une orange n'a pas le droit de présenter une couleur verte sur plus d'1/5 de son écorce. Ou encore le pompon, avec les nuggets et les saucisses qui doivent avoir une place respective dans les restaurants scolaires. Typiquement, on voyait les mêmes choses en ex-URSS comme la longueur des épis de blé ou la taille des concombres. Encore ? J'ai l'impression qu'ils ont un problème avec ça. Alors, comment sortir de cette spirale infernale ? Déjà, en ne s'inspirant pas du modèle soviétique, bien sûr. L'histoire de la perestroïka sous Mikhail Gorbatchev montre que sans réforme en profondeur, la bureaucratie finit toujours par s'effondrer sur elle-même. Et c'est faisable. En effet, depuis les années 2000, des pays comme l'Allemagne et la Belgique ont réduit de plus de 25% les normes pour les entreprises. Alors, quel est leur secret ? De la volonté tout simplement, mes chers téléspectateurs. Ils ont minutieusement mis un coup de balai pour identifier et supprimer toutes les normes obsolètes. L'Allemagne en particulier a utilisé la méthode du one in, one out. En gros, pour chaque nouvelle norme introduite, une norme existante doit être supprimée. L'autre point essentiel qui saute aux yeux, après tout ce que je viens d'évoquer, c'est une réelle décentralisation des décisions. J'ai bien dit réelle. Sans une volonté politique affichée et transparente, cela ne fonctionnera pas. Souvenons-nous quand même que les régimes soviétiques utilisaient la bureaucratie comme l'instrument par excellence de la domination totalitaire. Alors, au vu de ce qui vient d'être énoncé, il semble de plus en plus évident que la France emprunte ce chemin, avec un État tout-puissant qui semble perdre tout contrôle et sans sens commun. Cette machine folle s'éloigne des valeurs fondamentales de l'idéal républicain qui plaçait le citoyen au centre de tout. L'État était là pour servir le peuple et non l'inverse. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.